bonjour à tous, merci de votre fidélité. C'est Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Anne Hidalgo était notre invitée spéciale lundi matin, interrogée sur le problème du trafic de drogue et notamment du crack au nord de Paris. La maire PS a reconnu que certains quartiers étaient complètement pourris par la drogue. Bien sûr qu'il y a un problème. Vous savez, il y a des quartiers qui sont complètement, je vais utiliser un terme qui n'est pas très joli, mais pourris par la drogue. Et pour moi, le sujet, c'est pas tant de savoir s'il faut légaliser ou pas la consommation du cannabis, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas un plan contre la drogue qui doit être porté dans ce pays avec force, parce que c'est une économie qui vient abîmer tout. Vous ne pouvez plus passer un message républicain avec l'école, avec le fait que si on travaille, on aura une bonne vie. Je pense qu'il faut vraiment... Et à Paris, je le vois. C'est notamment le cas dans le 18e, dans ce qu'on appelle la colline du crack, qui a été démantelée fin juin, mais qui s'est reconstituée depuis. Absolument. Comment vous faites pour assurer les habitants de ces quartiers ? Nous avons demandé, avec les élus de ces arrondissements, au préfet de police, de rehausser les moyens. Il n'y a pas de secret. Donc vous demandez clairement ce matin à l'État un plan anti-drogue ? Je pense qu'il faut vraiment un plan anti-drogue. Je ne le demande pas à l'État. Ce n'est pas à l'État tout seul de régler ça. C'est d'écouter les maires des territoires et les maires de ces quartiers et de ces communes. Je ne peux pas me satisfaire de cela. Il faut de la présence policière, ce qu'on fait. Vous savez, j'ai lancé un audit dont j'aurai les résultats en janvier sur la sécurité des Parisiens. Et dans cet audit, j'ai demandé qu'on regarde cette question de la place de la drogue dans un certain nombre de quartiers et comment c'est en train d'abîmer la vie sociale de ces quartiers. L'autre élément sur lequel dans l'audit sur la sécurité, parce que c'est un sujet très important aussi, c'est la sécurité vue et vécue par les femmes. Parce que on parle de ce thème générique, mais c'est pas la même chose quand vous êtes une femme et que vous ne pouvez plus vous balader dans un certain nombre de quartiers, ou que vous êtes un homme, c'est pas du tout la même chose. Paris est une ville sûre ou pas ? Paris est une ville plutôt sûre, mais quand même avec des problèmes, avec des quartiers où ça ne va pas, parce que justement, en partie la drogue, pas que, mais en partie la drogue est venue... Mais vous ne fermez pas la porte à la création de cette police municipale ? Je ne la ferme pas. Y compris une police municipale armée ? Je ne ferme pas du tout ces sujets-là aujourd'hui. Pour moi, ce sont des sujets qui seront la conséquence de tout ce travail-là. La question des migrants. Vous avez une idée aujourd'hui du nombre de clandestins qui sont aujourd'hui dans des situations de campement sauvage dans Paris ? Il devrait y avoir entre 500 et 600 personnes aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler sur un plan d'abord pour de l'hébergement, parce que vous avez des réfugiés, des migrants, des personnes à la rue, et toutes ces personnes se mélangent. Est-ce que l'État, vous êtes suffisamment dans la gestion de ces migrants, ou est-ce qu'il a plutôt tendance à se défausser sur les maires et à leur déléguer sa responsabilité sur le sujet ? D'abord, je ne sais pas si c'est se défausser ou pas, c'est de ne pas prendre la mesure suffisamment, évidemment. Moi, je prône avec beaucoup d'autres maires le fait qu'on soit plus impliqués, nous les maires, qu'on soit plus impliqués par l'État. Nous sommes des solutions, nous ne sommes pas un problème, nous sommes des acteurs majeurs sur les territoires. Est-ce qu'à son niveau, Emmanuel Macron gère bien cette crise migratoire ? Est-ce que vous trouvez que la France est à la hauteur sur ce sujet ? Je pense que la France n'est pas à la hauteur sur le sujet. L'Europe n'est pas à la hauteur sur le sujet. Je l'ai déjà dit, c'est une évidence. Il y a un remaniement qui va venir dans les heures qui viennent. Est-ce qu'il faut envoyer un signal à la gauche ? Est-ce qu'il faut une personnalité de gauche forte dans ce gouvernement ? Je n'attends aucun signal de personne. Je suis une femme de gauche, je suis une social-démocrate, assumée, écologiste, féministe, européenne, totalement européenne. J'ai la double nationalité, je suis née en Espagne, totalement européenne. Ça, c'est ce qui me définit. Et je suis maire de Paris. C'est là où j'agis. Pour les Parisiens. Le reste, vous savez, je laisse les commentaires à ceux qui adorent commenter. Moi, j'adore. Alors, parlons des municipales. Une question d'abord, est-ce que vous serez candidate à votre succession ? Ce n'est pas le moment des candidatures. Les élections sont en mars 2020 ou avril. Il y a encore du temps. J'ai devant moi plus d'une année de réalisation. Vous savez, cette année, on va encore livrer beaucoup de crèches. Je vais bientôt, d'ailleurs, livrer la 3000e place de crèche de ma mandature. Voilà, moi, c'est ça mon travail. Vous allez aussi fusionner des arrondissements dans le centre de Paris. Ça fait beaucoup de bruit. Vous allez consulter les Parisiens sur le nom de ce futur
ensemble. Absolument. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord les consulter sur la nécessité de la fusion? Parce que la droite vous accuse de tripatouillage électoral. Nous avons fait cette proposition parce que les 4 arrondissements centraux, vous l'avez dit tout à l'heure, perdaient en population. Et la disparité entre les arrondissements du centre de Paris et les grands arrondissements faisait que le plus petit avait 17 000 habitants, premier arrondissement, le plus gros 235 000, le 15e arrondissement. Mardi, la ministre chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a réagi sur ce plateau à la rencontre entre Marine Le Pen et le chef de la Ligue italienne, Matteo Salvini, qu'elle a qualifié de posture et d'imposture. Je crois qu'on est dans un moment historique, assez inquiétant d'ailleurs. J'écoutais Roberto Saviano hier qui disait qu'il y avait une menace démocratique mondiale. Et je partage son point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, la démocratie, les libertés sont menacées dans beaucoup d'endroits dans le monde, y compris en Europe, là où on pourrait penser que nous sommes à l'abri. Et c'est la raison pour laquelle ces élections vont être très importantes. On l'a vu hier quand on voyait Matteo Salvini et Marine Le Pen Alors, ensemble. qu'est-ce que ça vous a inspiré d'ailleurs? Parce que Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, a dit que les ennemis de l'Europe sont retranchés dans le bunker de Bruxelles. Il a dit ça en compagnie de Marine Le Pen pour lancer la campagne des européennes. Écoutez, ce sont des gens qui se situent sur l'échiquier politique à l'extrême droite. Et à l'extrême droite, on a l'habitude de chercher des coupables plutôt que de chercher des solutions. Donc ça ne m'a pas surpris. Quand vous voyez cette photo, qu'est-ce que ça vous inspire? Cette photo, c'est un mélange de posture et d'imposture. C'est de la posture parce que c'est de l'affichage, et c'est de l'imposture parce que, à moins que je me trompe, mais je ne sais pas si Marine Le Pen est venue proposer à Matteo Salvini d'accueillir tous les migrants que Matteo Salvini souhaiterait que la France accueille. Ou alors je ne comprends plus. Ce sont des gens qui ont des égoïsmes nationaux, qui ont une vision de court terme très politicienne, qui sont incapables de trouver des solutions européennes ensemble. Ceux qui se précipitent auprès de Steve Bannon sont les mêmes qui prétendent être nationalistes, souverainistes, et qui finalement trouvent leur maître à penser à Washington et à Moscou. Et vous verrez d'ailleurs que Steve Bannon, dans cette interview, dit tout le bien qu'il pense de la Russie et tout le mal qu'il pense de l'Europe. Je ne pense pas que l'Europe ait besoin de quelqu'un comme M. Bannon. Nous n'avons pas besoin des recettes de quelqu'un qui s'est illustré par sa xénophobie, par son côté réactionnaire. Moi, je suis vraiment inquiète. Regardez ce qui se passe au Brésil. Il y a une vague mondiale de leaders politiques autoritaires, souvent antiféministes, souvent xénophobes, souvent réactionnaires, qui voudraient nous entraîner vers nos plus mauvais penchants. Ça n'est pas ça dont nous avons besoin. Justement, Nathalie Loiseau, face à la crise migratoire, qui va être un thème central de ces européennes, qu'est-ce que vous allez dire? Sur la question migratoire, la France a été à l'avant-garde. À l'avant-garde avec sa loi nationale Asile, Migration, Intégration, et à l'avant-garde sur le plan européen pour proposer une solution équilibrée, à la fois accueillir beaucoup plus humainement, beaucoup plus dignement. Mais combien, Nathalie Loiseau? Les réfugiés. Mais on n'est pas dans une logique de quota, on l'a jamais été. Et raccompagner ceux qui ne relèvent pas de l'asile, ceux qui ne relèvent pas de la protection. Là-dessus, on a fait des propositions claires. Travailler avec l'Afrique, travailler à renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne, passer de 300 à 10 000 hommes pour les frontières, pour le contrôle des frontières, et faire en sorte que quand un bateau arrive, et il en arrive peu, M. Salvini utilise les navires qui vont vers les côtes italiennes en oubliant de dire qu'il y en a 10 fois moins que l'année dernière. Le 18 octobre se tient un Conseil européen très important sur la question du Brexit. Ouais. Est-ce que les lignes ont bougé? Est-ce que vous pensez qu'un accord peut être obtenu? Alors, nous le souhaitons. Un bon accord est possible. Il reste un point qui n'est pas éclairci dans les conditions de notre séparation. C'est qu'est-ce qu'on fait à la frontière irlandaise. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord, Nathalie Loiseau? J'ai présenté au Conseil des ministres la semaine dernière avec Jean-Yves Le Drian un projet de loi que je porterai au Parlement qui consiste à prendre toutes les mesures nationales pour faire en sorte que l'absence d'accord ne porte pas préjudice ni à nos concitoyens, ni à nos entreprises, ni aux Britanniques qui vivent en France. Pourquoi il n'y a toujours pas de tête de liste connue pour la République En Marche? Les européennes, c'est au mois de mai. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de vivier, de ressources humaines qui fait que vous ne trouvez pas la perle rare? La plupart des partis européens n'ont pas encore désigné leur tête de liste. Donc il n'y a absolument aucune urgence. Ça commence à se préciser. Nicolas Dupont-Aignan, oui. Yann Brossard. Des tout petits partis, c'est plus vite. Vous vous réunissez dans une salle et puis vous tirez au sort, ou presque. Quand vous êtes un parti de 400 000 sympathisants, c'est un petit peu différent. Est-ce que ce temps 2 du quinquennat, ce sera plus d'humilité et moins d'arrogance?
Écoutez, l'arrogance, c'est Ce sont des critiques qui vous sont formulées? Oui, par nos adversaires. Il faut bien qu'ils Par Gérard Collomb, y compris en interne, effectivement. Écoutez, je ne l'ai jamais entendu parler d'arrogance. Ce que je constate, c'est que Gérard Collomb avait envie de revenir dans sa ville. Et je préfère avoir quelqu'un qui est pleinement ministre de l'Intérieur que quelqu'un qui a la tête ailleurs. Mercredi, sur ce plateau, nous recevions Sacha Houlié, le député de la Vienne, qui a réfuté l'idée d'une retraite à taux plein à 63 ans au lieu des 62 ans actuels, parlant même d'une fake news. J'ai envie de dire fake news, parce que c'est encore une fois une annonce qui ne figure pas dans notre projet à ce stade. Donc ça ne se fera pas, c'est pas vrai. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une concertation et que quelle est l'annonce qu'on a faite? On a dit, la réforme, c'est la même chose que les pensions de réversion qu'on devrait supprimer. C'était faux. C'était faux, et je tiens à le dire parce qu'il y a des retraités qui m'interpellent sur le terrain en me disant vous allez supprimer la pension de réversion. Faux, on n'y touche pas. Qu'est-ce qui est vrai? On va faire un régime dans lequel 1 euro cotisé pour tous les régimes vaudra droit au même droit. 2, on ne touche pas au système de retraite pour les retraités qui sont déjà en situation de pension de retraite. 3, toutes les personnes qui sont à 5 ans de l'âge légal de départ de la retraite, donc toutes les personnes qui prendront leur retraite avant 2025, ne seront pas concernées. Pour celles qui la prendront entre 2025 et 2030, ce sera un régime transitoire. Et ensuite, effectivement, il y aura une réforme qui s'apparentera à ce qui a été fait en Suède, qui sera similaire à ce qui a été développé en Italie, pour que quand vous avez 1 euro, quel que soit le passage que vous avez fait, public, privé, indépendant, même droit. Sacha Houlié, c'est le remaniement, évidemment, qui est à la une évidemment, de tous les journaux ce matin. Il y a des tiraillements, semble-t-il, dans la constitution de ce gouvernement. Alors, dans cette configuration, qui est député, vous considérez que c'est plutôt, à ce moment-là, la prérogative ou la faute du Premier ministre ou du chef de l'État? Il y a tiraillement. Il y a une attente légitime que les personnes qui étaient en poste, à savoir Gérard Collomb, soient remplacées. Pour autant, vous avez vu le Premier ministre hier sur le terrain avec des policiers et des annonces qui ont été faites, parce que les policiers ne sont pas abandonnés, c'était la police de sécurité du quotidien, avec des quartiers de reconquête républicaine, avec des équipements renouvelés, avec des postes qui font l'objet d'augmentations comme jamais ça n'a été fait. Jamais ça n'a été fait. 10 000 postes de police en plus, et tout ça pour rattraper le retard qui avait été pris entre 2007 et 2012, avec de nombreuses suppressions dans la police, retard entrepris d'être rattrapé sous François Hollande, mais avec des services de renseignement qu'il fallait rééquiper. La question qui se pose aujourd'hui, on attend, d'accord, mais combien de temps on va attendre? Et puis, pourquoi est-ce que c'est si long? Alors, qu'est-ce qui coince vraiment en coulisses? Il s'avère que dans ce qui a fonctionné ces 15 premiers mois, il y a des enseignements à tirer. Et donc, beaucoup de ministres, si j'en crois le communiqué de l'Élysée d'hier soir, sont confirmés à leur poste. Il s'avère que d'autres ont moins bien fonctionné, soit parce qu'ils sont arrivés au bout d'un processus, parce que des textes ont été adoptés. Je pense peut-être à la loi Elan qui rénove le logement, qui rénove l'aménagement du numérique dans notre pays, avec des équipements, des promesses qui sont traduites. Julien de Normandie, il parlait en mois de janvier dernier d'équiper la France en 2020 de tous les territoires en 4G, en réseau bon débit, donc 8 mégabits seconde pour tout le territoire. Ça, c'est des avancées concrètes qui ont été traduites. Est-ce que les périmètres de certains ministères doivent évoluer? Probablement. Est-ce que ça appelle une réflexion globale par rapport à ce qui a été adopté, par rapport aux décrets qui devront être pris pour mettre en œuvre ces mesures-là? Très certainement. Et donc, par rapport à ça, on estime qu'on peut prendre un peu de temps et que ce temps-là n'est pas, encore une fois, préjudiciable. Bien compris. Alors hier, Emmanuel Macron, lui, était à la station F dans le 13e arrondissement de Paris, à la rencontre d'entrepreneurs. Il a été interpellé par l'un d'entre eux qui lui disait que le poids des charges sociales l'empêchait de recruter. Emmanuel Macron lui a répondu « L'URSSAF, c'est votre ami ». C'est fini le pognon de dingue? On a changé de discours? Aujourd'hui, le but qui est le nôtre, il est que l'URSSAF agisse en tant que collecteur de tous les prélèvements sociaux. Et donc, l'URSSAF, il est là pour simplifier la vie des chefs d'entreprise, il est là pour rendre clair le système et pour, en plus de savoir à qui on doit, ce qu'on cotise, où ça va. Et ça, c'est en cela que des organismes comme l'État, qui collectent, eh bien, sont utiles aux chefs d'entreprise. Est-ce que ça vous interpelle quand même, ça, vous, élu de la République En Marche? On y est attentif. Cette demande de virage social. Le virage social, ça fait depuis le début du quinquennat qu'il est entrepris. D'abord parce que la loi sur les ordonnances, sur le droit du travail, elle comporte des droits. Elle protège autant qu'elle libère. Le fait que vous soyez un salarié, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé si vous allez au prud'homme. Donc si vous savez le nombre d'indemnités qui seront ça vous protège parce que vous n'aurez pas le dumping du chef d'entreprise qui voudra vous licencier. Le fait que vous puissiez négocier vos conditions
avec des syndicats qui sont forts dans l'entreprise. Ça vous protège parce que vous pouvez avoir des conventions collectives qui sont davantage, qui créent davantage de droits. Le fait qu'on fasse la loi avenir professionnel, qui protège encore, parce qu'on dit, face au chômage de masse, qui est le fléau de notre pays, eh bien, vous allez pouvoir vous équiper, vous allez pouvoir transformer votre vie, et tout au long de votre vie, vous auriez votre sac à dos social, parce que ça a été finalement l'image qui a été portée lorsqu'il y a eu ce débat sur la SNCF, le sac à dos social qui fait que vous serez protégé. Jeudi matin, Brice Hortefeux, député européen et vice-président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a indiqué sur notre antenne souhaiter que la commission d'enquête concernant la pédophilie au sein de l'Église soit élargie et ne se limite pas seulement à l'Église catholique. Est-ce que c'est le rôle du Parlement d'enquêter de cette manière? C'est une première question. Et si cette question est tranchée, puisque juridiquement c'est possible, pourquoi pas, mais sans que cela se limite à la seule Église catholique, qui ne doit pas être la cible, un peu facile d'ailleurs. Donc il faut que cela soit élargi à l'ensemble du sujet, pas simplement se limiter à l'Église catholique. Brice Hortefeux, vous êtes l'ancien ministre des cultes. Alors, je voulais vous interroger, avant qu'on démarre l'interview politique, sur les déclarations du pape François qui compare l'avortement au recours à un tueur à gages. Oui, les mots sont naturellement très, très violents, mais au-delà de la forme, le fond est assez facile à commenter, puisque c'est la position traditionnelle, classique, de l'Église catholique, et donc ce n'est pas une surprise. Après, c'est une affaire de conscience. L'interruption volontaire de grossesse, on ne va pas refaire ce matin les débats qui ont été longs. La loi française a tranché, elle est aujourd'hui appliquée. Les sénateurs socialistes ont déposé une demande de commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels commis au sein de l'Église en France. Est-ce que vous seriez favorable à une telle commission d'enquête? Bon, il y a une première question. On voit que sur le débat sur la procréation médicalement assistée, le débat est en train de se structurer en France. On a les lobbies catholiques qui sont très remontés contre ce projet de loi. Et en même temps, ce matin, il y a la publication d'une tribune des femmes célibataires et des lesbiennes qui disent qu'elles sont effectivement complètement disposées à bien s'occuper des enfants. Donc les deux positions sont en train de s'installer dans le débat français. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce débat peut fracturer la société française? D'abord, sur le fond, moi, à titre personnel, je me pose beaucoup de questions sur l'équilibre qui est indispensable entre le désir d'enfant, qui est tout à fait légitime, tout à fait compréhensible, et simultanément les droits de l'enfant. Il faut se poser cette question. Penser aux droits de l'enfant, sa construction. Et deuxième réflexion, j'ai quand même le souvenir que l'on nous annonce à chaque fois qu'on procède à une évolution. Je ne dis pas que c'est un recul, je ne dis pas que c'est un progrès, je dis que c'est une évolution de la société, mais qu'on n'ira pas plus loin. Si vous voyez, depuis le Pax, chaque fois on nous annonçait « Ah oui, on fait ça, mais attendez, ça n'ira pas plus loin ». Puis on s'aperçoit qu'à chaque fois, ça va plus loin. Et donc, je crains beaucoup qu'il y ait de la PMA une évolution qui est aujourd'hui pas affichée vers la GPA. Et ça, je le conteste totalement. L'intérim du ministre de l'Intérieur par le Premier ministre, c'est quelque chose que vous entendez? Je pense que c'est très difficile parce que c'est un ministère qui vous mobilise à la fois à temps plein physiquement et, je dirais, moralement et intellectuellement. Parce que c'est une concentration. Pour une raison, c'est très simple, très physique. C'est que vous avez toutes les 2-3 heures, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, et vous avez un ensemble de documents qui vous sont transmis, récapitulant tout ce qui se passe dans le pays. Donc tous les 2-3 heures, vous savez si une bijouterie a été cambriolée, si un distributeur de billets a été attaqué, s'il y a eu un homicide à tel endroit. Donc c'est quelque chose qui à temps plein. Et donc j'imagine que le Premier ministre, il ne peut pas se consacrer à ça. Moi, toutes les 3 heures, où que je sois, où j'étais, bien, je regardais cela. Donc c'est quelque chose de compliqué. Laurent Wauquiez a fait des déclarations plutôt sympathiques sur Orban. Dans le combat des valeurs, il faut être clair, les idées sur lesquelles se fonde la politique de M. Orban ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette déclaration d'Alain Juppé? Est-ce que vous êtes d'accord avec Alain Juppé? Moi, je suis député européen et il y a eu un texte dans lequel on demandait
déclenchement Il de fallait ou l'article non des 7. sanctions. Vous êtes abstenu lors de ce vote. Je me suis abstenu. Monsieur Orban a été élu en Hongrie avec dès le premier tour de scrutin, le système n'est pas le même, dès le premier tour de scrutin, il a rassemblé 49,6%. Un Hongrois sur deux s'est immédiatement rassemblé derrière lui. Personne ne conteste qu'il a été élu démocratiquement. Deuxième élément, Alain Juppé se préoccupe certainement, j'en suis convaincu, de la poussée de l'extrême droite dans toute l'Europe. En tout cas, c'est une préoccupation que j'ai. Et j'observe que, alors que l'extrême droite progresse partout en Europe, en Hongrie, elle a stagné totalement. Troisième élément, sur Orban, la Commission européenne a le droit d'enclencher cette procédure. J'observe qu'elle ne l'a pas fait. Là, c'est en l'occurrence, et Alain Juppé pense certainement à cette initiative, c'est l'initiative d'une députée verte néerlandaise soutenue par toute l'extrême gauche. Donc je dis attention. La semaine vendredi, Nicolas B., député européen Rassemblement national, est revenu sur la présence d'Emmanuel Macron à Erevan dans le cadre du congrès de la francophonie. Pour lui, le président français est loin d'être le meilleur avocat de celle-ci. S'il était un bon avocat de la francophonie, il n'aurait pas soutenu une ministre de M. Kagame pour ce sommet, pour représenter la francophonie, parce que je crois que la francophonie, c'est aussi l'attachement à la France, le respect de la France, et on ne peut pas dire que ce soit ce qui caractérise M. Kagame quand même. Et l'utilisation des anglicismes, c'est un président qui adore soit parler en anglais, soit mélanger un peu à faire du franglais. Est-ce que ça vous choque ou c'est moderne ? Je crois qu'en effet, c'est pas Emmanuel Macron. Je pense qu'il n'est pas le meilleur avocat de la francophonie. Et souvent, alors que le président de la République française, il doit mettre un point d'honneur à utiliser le français, même s'il parle couramment anglais, et on peut pas le lui reprocher lorsqu'il est sur la scène internationale. Et souvent, il s'affranchit un peu de ce principe. Voilà. Alors que ses prédécesseurs mettaient un point d'honneur, même quand ils avaient une certaine aisance dans la langue de Shakespeare, à utiliser le français parce qu'il représentait la France. Voilà. Alors le comité des droits de l'homme de l'ONU, je ne sais pas si vous avez vu, s'apprête à condamner la France pour sa loi interdisant la burqa. Cette commission parle de discrimination. Est-ce que vous comprenez son argument ou ça vous choque ? Ça me choque, c'est une ingérence d'abord totale. La France est à la maîtrise de sa législation et on voit bien aujourd'hui que la loi sur la burqa, d'abord, elle n'est pas appliquée. C'est comme ça la réalité. Quand on voit que Redouane Faïd se met en niqab pour justement échapper à tout contrôle, on voit bien qu'elle n'est pas appliquée. Parce que logiquement, ceux qui portent le niqab ou celles qui portent le niqab devraient être les plus contrôlés. Et comme il a fait le constat lucide que c'est ceux qui sont le moins contrôlés, bien du coup, il a utilisé cet accoutrement. Mais d'une manière plus générale, l'ONU prétend... Sa mission principale et sa prétention, c'est de défendre les droits de l'homme. Là, en l'occurrence, on voit que les droits des femmes sont totalement oubliés parce que qui peut croire raisonnablement que c'est une liberté des femmes de porter la burqa ou le niqab? C'est évidemment soit un geste politique, de revendication politico-religieuse qui remet en cause nos fondements, nos valeurs, la laïcité, soit c'est une contrainte qui leur est imposée, qu'elles subissent. Et dont, évidemment, le rôle des pouvoirs publics, c'est de leur permettre justement d'exercer leur liberté et de ne pas subir ces pressions qui aboutissent à ce qu'elles portent le niqab. On passe aux européennes, si vous le voulez bien. Alors vous êtes au coude à coude avec La République En Marche dans les sondages, vous êtes crédité de bonnes intentions de vote. La réalité, c'est que ce que nous disons depuis des années, c'est-à-dire que le vrai clivage, il oppose les mondialistes, qui conçoivent d'ailleurs l'Union européenne comme une étape vers le village global, et d'un côté, et les nationaux, c'est-à-dire ceux qui croient dans la nation et qui veulent construire une Europe des nations et des protections, c'est ça le vrai clivage. C'est plus le clivage droite-gauche qui est daté. Voilà. Eh bien, les sondages aujourd'hui le montrent. Nous sommes au coude à coude avec la liste qui sera soutenue par le président de la République. Je pense que nous pouvons arriver en tête, même la distancer. Je crois qu'il n'y aura pas de place pour les ambiguïtés dans cette campagne européenne. D'un côté, Emmanuel Macron qui défend ce qu'il appelle la souveraineté européenne, c'est-à-dire en pratique l'accélération vers le fédéralisme, aller encore plus loin dans cette Union européenne qui ne fonctionne pas entre les mains d'une Commission européenne qui détient tous les pouvoirs de manière opaque et antidémocratique, soit sortir de ce modèle-là, avoir une construction européenne qui respecte les nations, qui organise des coopérations, qui n'implique pas d'ailleurs nécessairement que toutes les coopérations concernent les 28 ou les 27 pays de l'Union européenne. Vous n'avez pas le meilleur profil pour être tête de liste, parce qu'on parle moins de vous que de Louis Alliot, qui est député national. Alors, pourquoi vous n'êtes pas candidat ?
de façon plus affichée. Non, mais moi, j'entends être candidat aux élections européennes. La question de la tête de liste, puisque c'est de ça dont vous me parlez, elle sera débattue, tranchée dans nos instances. Mais vous savez, on n'a pas au Rassemblement national le problème qu'ont les autres. On n'a pas à trancher une ligne politique. On a un choix à faire sur l'organisation de la campagne, la tête de liste, les candidatures. Cette tête de liste. Non, mais écoutez, moi, je suis pas là pour faire... Non, mais je suis pas là pour faire acte de candidature. Moi, je travaille aujourd'hui sur le projet, sur la stratégie de rassemblement. Cette Europe des nations que nous appelons de nos voeux, longtemps, elle a pu sembler être un slogan. Aujourd'hui, c'est une réalité concrète. En Italie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, partout s'exprime cette volonté. Et celui qui est isolé sur la scène nationale, on le voit avec son incapacité à remanier le gouvernement, mais aussi, et peut-être surtout sur la scène européenne, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Il est tout seul avec le gouvernement socialiste espagnol à vouloir encore de l'immigration. Angela Merkel, on ne l'entend plus parce qu'elle est en très grande difficulté entre la pression de l'AfD et la quasi-dissidence de ses alliés, ex-alliés presque bavarois de la CSU. Donc on voit bien que le modèle du fédéralisme européen, de l'ouverture totale des frontières, aujourd'hui, il est totalement obsolète, il est daté. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Territoire d'Info sur Public Sénat et TV5 Monde.